Alain Juillet, bonjour. Bonjour Claude. Une émission particulière aujourd'hui, parce que nous allons parler du Maroc et des relations franco-marocaines. Oui. Ça a évolué ces derniers mois. Et pour ce faire, nous avons bien évidemment invité notre ami Emmanuel Dupuis, un expert en géopolitique et en relations internationales, expert particulier du Maroc. Vous connaissez bien le Maroc aussi. Je connais un peu le Maroc. Donc on va pouvoir parler, échanger et voir entre amis ouais. Et voir l'évolution importante des relations entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, on est à un moment où on peut faire un point. C'est pour ça qu'on a fait cette émission. On peut faire un point sur les relations franco-marocaines et puis ce qui se passe au Maroc, parce qu'il y a effectivement eu un changement très important au point de vue diplomatique sur la position française il y a quelques jours, enfin quelques semaines, puisque, comme vous avez pu voir, la France a accepté le principe que le sud, le Sahara, soit considéré comme sous contrôle du Maroc. Je dis sous contrôle du Maroc parce que est à la fois, le Sahara, dans le concept, est à la fois dépendant du Maroc, mais en même temps avec une certaine autonomie. Il faut faire attention parce que c'est le Maroc lui-même qui a dit on ne traitera pas le Sahara comme les autres provinces et les autres régions du Maroc. Il y aura un traitement un peu particulier. Mais la reconnaissance française est extrêmement importante parce que je pense qu'on va y revenir. D'une part, on est parmi les derniers à l'avoir fait. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à l'époque du président Chirac et même du président Sarkozy, les Français avaient, sans le préciser, mais l'avaient quand même dit, ils étaient pour le Sahara dépendant des Marocains. Et quand le président Macron a été élu, comme vous avez pu voir, parce qu'il a tenté un rapprochement en force avec l'Algérie, il a court-circuité le Maroc et on a eu des relations détestables, il faut bien le dire, depuis sa première élection pratiquement jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où les Français ont annoncé qu'ils étaient d'accord sur la position marocaine concernant le Sahara. Évidemment, cette reconnaissance, ça change beaucoup de choses dans les relations franco-marocaines parce que c'était notre meilleur allié depuis des dizaines d'années et ça pourrait le redevenir. Et d'un autre côté, le Maroc aujourd'hui est un pays en pleine expansion, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'est vraiment créé une place particulière aussi bien au niveau de l'Afrique qu'au niveau du Proche-Orient, qu'au niveau de l'ensemble des relations diplomatiques mondiales. Donc, est-ce que la France va pouvoir en profiter? Est-ce que la France va pouvoir, à travers l'amélioration, le retrouvaille avec le Maroc, est-ce qu'on va pouvoir profiter de ce qui se passe? Alors, en définitive, comment les Français, après des prises de position qui défendaient l'Algérie, comment on a pu faire une évolution pareille ces derniers temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez raison, et votre témoignage et la manière dont vous décrivez cette diplomatie de régate, un coup à tribord, un coup à bâbord, est particulièrement néfaste pour la stabilité de notre relation. Pour rappeler que le royaume chérifien est le plus vieux royaume au monde, avec son établissement en 788, que l'historicité spirituelle, culturelle, civilisationnelle du Maroc est attestée par l'immensité de son développement dans toute l'Afrique de l'Ouest, de la Tidjaniya de Fès, qui a littéralement, culturellement et spirituellement formé un islam de tolérance, un islam d'origine soufie, et que d'une certaine manière, les relations entre les États ne sont finalement que la dernière partie d'une très longue histoire. Alors vous avez raison de rappeler, Claude, et vous-même, cher Alain, que la France est un peu en retard sur la reconnaissance de la marocanité de ce Sahara. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron a tardivement, mais il a quand même fait, et il faut s'en réjouir, adressé une lettre au roi Mohamed VI à l'occasion du 25e anniversaire, les noces d'argent de son accession sur le trône en 1999, en reconnaissant le fait que désormais la France prenait conscience qu'il fallait, je cite, faire un pas supplémentaire, aller de l'avant. Il ne parle pas de la marocanité du Sahara, contrairement à d'autres pays européens, mais il rappelle, comme vous l'avez très bien décrit, il fait référence au fait que l'autonomie proposée sous la souveraineté marocaine depuis 1975, avec la disparition de la suzeraineté espagnole sur le territoire
des provinces du Sud, autrefois appelées le Rio d'Oro. Oui. Et Ifni et Rio d'Oro. Ifni et Rio d'Oro, et absolument, après la mort du général Franco, était la meilleure solution, en accord avec le principe même de l'ONU, article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de choisir la manière dont ils veulent être gouvernés. Et donc, de facto, l'autonomie n'est plus une des options pour l'autodétermination, mais la manière la plus optimale, comme le précise un certain nombre de résolutions. Chaque année, il y a des résolutions. La dernière en date est un modèle du genre. Elle remonte à octobre 2023. On attend la prochaine résolution. La résolution auquel je fais référence a un nom. D'ailleurs, comme ça, les téléspectateurs, vos téléspectateurs pourront la lire. Cette résolution porte un numéro, la résolution 2703. Elle précise que l'autodétermination que souhaite l'ONU, selon les principes, comme je l'ai expliqué, de la charte de San Francisco de juin 1945, précise que ce que propose le Maroc, dans son développement économique, dans sa dévolution des pouvoirs, comme vous l'avez très bien rappelé, Alain, la manière que le Maroc veut administrer ces 3 provinces dans une forme de large autonomie, respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le peuple en question, le peuple sahraoui, qui reconnaît depuis le XVIIe siècle la souveraineté du royaume chérifien. Exactement. Oui. Donc, à partir de ce principe-là, la France est arrivée bien plus tard que beaucoup de ses partenaires européens. On est dans une situation où le paradigme a changé. Il y a désormais plus d'États qui reconnaissent la marocanité du Sahara qu'il y en avait qui ne la reconnaissaient pas. On est à 100, certains disent 104. Sur le continent africain, là aussi, on est largement au-delà de ce qu'était une réalité durant les 20 ou 30 dernières années, dans une logique postcoloniale, faut-il le rappeler, puisque maintenant, on a quasiment 70-75% des États africains qui se positionnent en reconnaissant les droits coutumiers et, d'une certaine façon, séculiers du Maroc à administrer ces territoires. Même si, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, les dernières résolutions onusiennes voient finalement 2 pays, 3, en l'occurrence la Russie, la dernière fois, l'année dernière, le Mozambique, et l'année précédente, le Kenya, influencés par un autre pays qui n'est pas membre du Conseil de sécurité, ou en tout cas qui n'était pas membre temporaire du Conseil de sécurité, influencés des pays africains pour mettre leur abstention ou leur veto. Mais néanmoins, on est dans une logique où désormais, au niveau du continent africain, il y a plus d'États qui reconnaissent le fait que le Maroc propose un modèle de développement inclusif et qui bénéficie aux populations, parce que c'est ça dont il est question. Maintenant, comme vous l'avez très bien dit, la France n'a fait qu'une partie du chemin, en appelant à ce que désormais le dialogue politique vienne corroborer l'idée qu'il faille construire, reconstruire, et accessoirement qu'il fasse dialoguer avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes sont marocaines, elles sont locales, sahraouis, mais elles sont aussi avoisinantes. Et c'est là où il y a un problème. La Mauritanie et l'Algérie ont un peu de mal à reconnaître cet état de fait, même si la plupart des pays européens, l'Allemagne, l'Espagne avait précédé de manière tonitruante, il y a de cela 2 ans, avec Pedro Sanchez, qui lui-même avait reconnu, il est allé plus loin, puisqu'il lui avait reconnu, au nom de l'Espagne, la marocanité du Sahara. Ça a d'ailleurs permis, tout de suite après, alors là, comme il faisait ça à un moment important et de manière très forte, il y a eu les relations entre le Maroc et l'Espagne ont pris un coup de fouet formidable après la déclaration de Sanchez. À nos dépens, puisque le Maroc est devenu le premier client et le premier partenaire économique devant la France. Nous avons été donc relégués. Et le fait que Pedro Sanchez, qui par ailleurs est président du Parti socialiste européen, est à contre-courant des autres partis socialistes qui sont plutôt enclins à soutenir l'Algérie, on pourra sans doute y revenir, quand le président Macron a envoyé cette lettre au roi, quelle ne fut pas notre surprise de constater que le Parti socialiste s'est senti obligé de faire un communiqué disant qu'il ne reconnaissait pas la position française. Et LFI, pris un peu dans ses oppositions, j'allais dire, schizophrènes, avec un président, Jean-Luc Mélenchon, né à Tanger, s'est retrouvé en opposition avec ceux qui défendaient corps et âme une position rigoureusement anti-marocaine et donc rigoureusement pro-algérienne ou pro-Polisario. Mais pour revenir à ce que nous évoquions, la France arrive tardivement. Ce n'est pas
le premier pays membre du Conseil de sécurité, de membre permanent du Conseil de sécurité, à prendre une décision, puisque ce sont les États-Unis. Paradoxalement, Donald Trump, qui, comme une sorte d'héritage, à la fin de son mandat, en décembre 2020, avait ouvert la boîte de Pandore, au sens positif du terme, en reconnaissant, au nom des États-Unis, la marocanisation, d'ailleurs en joignant l'acte à la parole, en autorisant leur ambassadeur, l'ambassadeur Fisher, à ouvrir un consulat à Darla. Un consulat à Darla. Nous n'avons pas encore, nous Français. Darla est dans la ville centrale, la ville centrale du Sahara du Sud. Voilà, de la dernière province. La dernière partie. La dernière province. Darla qui est, alors, s'il y a un autre point comme pour nos auditeurs, il faut le savoir, c'est ce qu'on appelait avant Villa Cisneros, et c'est là où Saint-Exupéry faisait escale avec l'aéropostale quand il venait de Paris jusqu'à Dakar et ensuite au Brésil. Donc c'était un petit truc de rien du tout, avec ensuite un fort militaire. Aujourd'hui, ils en ont fait une ville de 100 000 habitants. Et donc forcément, cette lettre attendue, tardive mais attendue, d'Emmanuel Macron résonne aussi avec un autre discours prononcé par le roi Mohamed VI, le roi du Maroc Mohamed VI, qui, le 9 novembre 2023, a proposé une initiative absolument, avec beaucoup d'emphase, peut-être sans doute trop, est assez révolutionnaire. Cette notion d'une communauté de destin des 23 pays africains partageant une façade atlantique. D'ailleurs, ça s'appelle Façade Atlantique 2030. L'objectif est simple, essayer de comprendre et de mettre en synergie un agenda géoéconomique, géopolitique, de Tanger jusqu'au Cap, donc le long de la façade atlantique, avec des projets littéralement structurants, un gazoduc qui va venir littéralement du Nigeria. Il va venir du Nigeria, irriguer l'Europe, de Lagos jusqu'à Tanger, puis vers l'Espagne, en compensant, d'une certaine façon, la manière dont l'Algérie pratique l'épée de Damoclès en fermant, en ouvrant ces gazoducs qui transitent par le Maroc. D'ailleurs, elle en a fermé un en 2021. Elle l'a fermé, oui. Et en autorisant un autre vers l'Espagne. Ou en livrant du gaz à l'Italie, mais pas à la France. 3 milliards de mètres cubes de gaz donnés à l'Italie. C'est peut-être une des raisons pour laquelle la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, est une des plus réticentes à s'inscrire dans cette normalisation de la relation avec le Maroc, contrairement, comme on vient de le dire, avec l'Espagne ou l'Allemagne. Et donc derrière tout ça, il y a la manière dont les pays européens comprennent le rôle pivot, structurant, la clé de voûte, qu'est le Maroc vis-à-vis du continent africain, vers le sud, le long donc, des côtes du golfe de Guinée, ou comme un élément stabilisateur dans la partie occidentale de l'Afrique. On y reviendra sans doute, car je sais qu'Alain était spécialiste de la question, la manière dont aussi on peut stabiliser de manière sécuritaire une région dans laquelle les externalités régressives, migratoires, enfin, criminogènes liées à la migration ou terroristes sont à peu près les mêmes à l'œuvre au Sahara comme au Sahel. Et donc, il y a toute cette idée sur laquelle le Maroc est pour nous un de nos meilleurs alliés dans notre capacité à maintenir le dialogue avec des pays qui ont un peu fermé les écoutilles, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une possibilité qui a été reprise à la volée par le Mali, le Burkina, le Niger et le Tchad. C'est la proposition du roi du Maroc qui dit on va construire une voie ferrée, des routes, enfin bref, on va vous permettre de désenclaver tous ces pays du Sahel qui sont complètement enfermés jusqu'à maintenant et qui n'avaient d'ouverture que vers le sud, vers le golfe de Guinée, ou en remontant le Sahara vers l'Algérie. Et là maintenant, on leur dit ben voilà, c'est simple, vous allez aller à l'ouest par ces moyens de transport et vous aurez un port en eau profonde à Darla qui sera mis à votre disposition. Donc on va transformer Darla avec un port en eau profonde ouvert sur toute la partie sahélienne. Ça révolutionne tout le centre de la partie sahélienne de l'Afrique. C'est vrai. Tous sont très intéressés et disent oui, on va le faire et bravo le Maroc. Donc il y a ça occasionne un bouleversement politique et économique de toute la région, comme tu le faisais. Et en même temps, ça conforte la projection de puissance et le nouveau modèle du développement du Maroc, qui a besoin aussi de désenclaver ces trois régions qui n'ont pas de façade, ni maritime, mer Méditerranée, ni Atlantique. Sur les 12 régions, il n'y en a que 9 qui ont une façade
maritime. Donc ça permet au Maroc aussi de se désenclaver, donc de se développer de manière plus homogène. Et puis ça corrobore une stratégie halieutique maritime que le Maroc est en train de mettre en synergie. 400 000 km² sur les 1,2 million de kilomètres carrés que constitue la zone économique exclusive du Maroc, du nord jusqu'au sud. On a là obligatoirement, même s'il n'y a pas eu pour l'instant d'études exploratoires, du pétrole et du gaz. C'est clair. Car nous en avons trouvé au large de Saint-Louis au Sénégal et au large du Banc d'Arguin en Mauritanie. Il y a donc forcément, une grande chance qu'entre les Canaries, Laayoune, l'autre grande ville, la capitale administrative des provinces du Sud, et entre Nodibou, Darla et le sud marocain, on trouvera aussi du pétrole et du gaz, ou des nodules polymétalliques importants dans l'économie décarbonée de demain. Et que l'idée selon laquelle l'Union européenne doit contextuellement négocier un accord de pêche et un accord agricole avec le Maroc en incluant les richesses du Sud. Car derrière tout cela, il y a aussi pour nous des éléments qui sont déterminants pour notre indépendance énergétique. Absolument. Nous aurons besoin du gaz qui provient du golfe de Guinée. Pour l'instant, c'est 4% de ce que l'Europe consomme. Mais demain, face aux moindres dépendances, le gaz et le pétrole de schiste américain, le gaz et le pétrole que nous ne pouvons plus, que nous ne voulons plus et que nous n'aurons plus à l'Est. C'est quand même une question déterminante. Ah oui, absolument. Car le gazoduc qui va de Lagos à Tanger va désenclaver énergétiquement tout les pays du Sahel, mais va aussi continuer vers l'Espagne. Et donc, de facto, va être interconnecté avec l'Europe. Et puis, le dernier point, c'est le tourisme. Le PIB marocain dépend pour 15% du tourisme. Il y a là un champ absolument considérable, pour l'instant inexploité, d'activité touristique, qui correspond en plus parfaitement à l'idée d'un tourisme endogène, maîtrisé, durable. Quand on va à Darla, nous sommes nombreux à y être allés, on ne peut qu'être étonné par le fait que ce n'est pas un tourisme de masse. C'est un tourisme maîtrisé. C'est un tourisme qui bénéficie aux populations. Et donc, de facto, le Maroc est en train finalement de créer une sorte de Californie africaine, une sorte de zone franche, zone économiquement attractive pour les Marocains, attractive pour les Africains, attractive pour les Européens, mais attractive pour le monde entier. Car pour répondre indirectement à la question qui n'a pas été posée, le fait que la France ait attendu le 30 juillet 2024 pour prendre cette décision ne doit quand même pas nous faire oublier que beaucoup d'autres pays ne nous ont pas attendus. Exactement. Les pays européens, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Espagne, la Grèce, Malte, je l'ai dit, pas l'Italie. Et puis les pays du Golfe, car la décision de reconnaître la marocanité du Sahara pour certains a été corroborée avec la stabilité, la normalisation avec l'État d'Israël. Les accords d'Abraham. Ce que vous évoquiez sur le fait que le Maroc a cette particularité d'être à la fois assurant la présidence du comité Al-Quds, le soutien du droit des peuples, du droit des Palestiniens à disposer d'un État tel que les résolutions onusiennes le précisent, et en même temps de reconnaître l'État d'Israël. Et donc, d'une certaine façon, on arrive un peu tardivement dans cette bataille. Oui, j'ajouterais juste pour mémoire, mais certains d'entre vous le savent, c'est que il ne faut pas oublier que le Maroc est un vieux pays, c'est un royaume depuis très longtemps, on l'évoquait, mais ce que les Français ont souvent oublié, c'est que le premier pays au monde qui a reconnu les États-Unis d'Amérique après leur prise d'indépendance, avant la France de Lafayette, ça a été le royaume du Maroc. La plus vieille ambassade américaine au monde, c'est la légation américaine à Tanger. Ils ont des liens tout à fait exceptionnels. Alors, ils sont au Moyen-Orient, ils sont avec les Américains, ils sont avec l'Europe et ils sont avec l'Afrique. Et je rajoute un point, ils ne récusent pas non plus le fait d'avoir une diplomatie à 360 degrés. Théoriquement, zéro problème avec les voisins, sauf les voisins qui leur veulent du mal, notamment le voisin oriental. Mais ils dialoguent avec la Russie. Oui, et avec la Chine. Sergueï Lavrov a rencontré son homologue Nasser Bourita. Les routes de la soie, la Belt and Road Initiative, a investi 1 milliard d'euros dans Tangemed, le plus grand port africain en eau profonde, un des 10 premiers ports mondiaux. Donc finalement, le Maroc est incontestable dans sa capacité de dialoguer avec tout le monde. Avec tout le monde. C'est très intéressant de voir ce pays, de voir son évolution, parce que
Quand il y avait Sa Majesté Hassan II, il a structuré le pays, il a fait beaucoup de choses. Mais quand son fils a pris le pouvoir, tout le monde se demandait ce qu'allait faire le fils. Et en définitive, le fils a été visionnaire parce que durant en 25 ans, il a transformé le pays. Hein. Le roi, quand il est arrivé au pouvoir, il a mis une équipe de jeunes cadres brillants qu'il connaissait bien. Et on peut dire que ça a fonctionné. Hein. Le Maroc a échappé au tourment du printemps arabe car il avait anticipé l'exclusion sociale ou sociétale dont certains Marocains pouvaient se plaindre, comme certains Algériens, comme certains Tunisiens, comme certains Libyens, en réformant la Constitution et en faisant une Constitution beaucoup plus inclusive, en associant davantage la jeunesse dans le processus décisionnel, en développant de manière considérable l'éducation. La preuve en est, le plus grand nombre d'étudiants étrangers en France sont des Marocains. Depuis plus de 10 ans, on dit le Maroc est le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle dimension au Maroc, où il y a une véritable autonomie nouvelle, peut-être économique, géopolitique, où finalement, c'est l'Europe qui cherche à s'adosser au Maroc pour parler à l'Afrique. Alors qu'avant, on sentait que ce trait d'union était tenu, en tout cas, par l'Europe. Là, on a le sentiment, d'après ce que j'entends, que le Maroc a une véritable puissance retrouvée d'autonomie. Et effectivement, quand on a un roi qui a une véritable vision, et depuis 25 ans, on n'en change pas, c'est toute la différence avec le roi, c'est comme pour aller dans ce sens-là. Le roi s'est investi d'abord en voyageant énormément en Afrique pour promouvoir son idée. Bon. Et puis alors, sur le plan économique, puisqu'on parlait de plan économique, il est certain que le retrait des banques françaises, il faut le dire, hein, le retrait des banques françaises d'Afrique francophone a provoqué, parce qu'évidemment ils en sont en tiré parti, l'arrivée des banques marocaines. Aujourd'hui, dans la plupart des pays d'Afrique francophone, du Nigeria jusqu'au Sénégal, les banques marocaines sont devenues les grands prêteurs et les grands opérateurs. Il faut dire la vérité. Hein. Alors, c'est d'ailleurs ce que les Marocains nous reprochent. Ah oui. C'est de ne pas avoir pris en compte le fait qu'ils n'étaient plus adolescents. Voilà, exactement. Que depuis la fin du protectorat en 1956, ils avaient mûri. Ils étaient devenus adultes. Et je crois que cette symbolique est assez forte. Le roi, comme l'actuel Premier ministre, Aziz Aknouch, ne comprenait pas le fait que la France ne reconnaisse pas, comme d'autres, la capacité de considérer le Maroc comme une puissance africaine. D'ailleurs, c'est assez dommageable pour nous et assez terrible de constater que les États-Unis seront les premiers à proposer un poste de membre permanent du Conseil de sécurité. Là aussi, on est arrivé après la bataille. Ça fait à peu près une dizaine d'années que nos amis africains qui appartenaient à l'Afrique occidentale française et à l'Afrique équatoriale française nous demandaient de soutenir cette légitimité d'avoir un poste. Les Américains font mieux puisqu'ils ont proposé 2 postes permanents, dont un, vraisemblablement, est quasiment acté pour le Maroc. Donc là aussi, nous avons l'impression que malgré la francophonie, malgré nos liens historiques, malgré, depuis le traité de Fès en 1912, qui acte le fait qu'il y ait la reconnaissance de la souveraineté de la monarchie chérifienne, l'arrière-grand-père du roi, de l'actuel roi, les Américains, parce qu'ils avaient un passé encore plus ancien que nous, sont en train, là aussi, de nous tailler des croupières. Il faut évidemment s'en désoler, mais il faut quand même aussi penser que désormais, la balle est dans le camp des entreprises françaises. Alors, dans la projection et le développement économique et industriel du Maroc, est-ce qu'il y a une vision, je dirais, écologique où aujourd'hui, alors bien évidemment, depuis quelques années, il y a la fameuse centrale solaire Nour, mais comment ils arrivent à gérer cette nouvelle dimension? Est-ce qu'il y a une vision là-dessus? Déjà, il faut avoir à l'esprit que la première COP africaine, c'est la COP 22, qui succède à la COP 21, donc en 2016, à Marrakech. Cela a une importance. C'est-à-dire que le Maroc est devenu le fer de lance d'une capacité à penser un mix énergétique, non seulement au niveau marocain, mais au niveau de l'ensemble du continent africain. D'ailleurs, raison de rappeler que la plus grosse centrale solaire en Afrique se trouve à Ouarzazate, la centrale Nour, mais il y a bien d'autres résultats. Le mix énergétique de 2017, COP22, c'était 24%. Là, on va tangenter vers les 35%, vers quasiment les 40%.
Ça veut dire que l'économie marocaine est en train d'être décarbonée. Alors c'est paradoxal, car ils investissent dans un gazoduc. Mais le gazoduc va accompagner un autre élément que les entreprises françaises sont peut-être en train déjà de manquer ou de louper, si vous m'autorisez cette trivialité, c'est l'hydrogène vert. Le Maroc sera la puissance de l'hydrogène vert marocaine. C'est pour ça que les Émirats arabes unis ont investi dès 2020 sous le boisseau de l'accord d'Abraham pour investir dans l'hydrogène vert. Gageons que les entreprises françaises qui désormais sont soutenues par Proparco, la banque privée de l'Agence française de développement, seront incitées à investir au Maroc, mais je crains quand même que nous n'ayons que les reliquats de contrats, car nos partenaires ne nous ont pas attendus. La désalinisation de l'eau pour les Israéliens, les contrats d'armement pour les États-Unis, l'hydrogène vert pour les Émirats arabes unis. Alors, le Maroc vient de se faire nommer, a obtenu un poste à la Commission sur l'énergie atomique, parce que quand même, alors qu'ils n'ont pas de centrale, ce qui veut dire clairement, là, voilà, on parle d'intelligence économique, hein, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils prévoient de faire des centrales atomiques, toujours pareil, parce que c'est décarboné, parce que ça va dans le sens. Donc, et là, je crains, comme j'en ai jamais entendu parler en France depuis à ma connaissance, je crains le pire, à savoir qu'on soit aussi écarté de ça. Alors que... déjà, là, pour le coup, pour donner un élément supplémentaire, les Russes, qui sont en train d'utiliser leur diplomatie de l'uranium sur tout le continent africain, en proposant déjà des centrales nucléaires au Nigeria, en Afrique du Sud, en Égypte. Oui, et des petites centrales d'usines. Oui, c'est l'équivalent des small reactors, des small modular reactors, comme on dit, ou des EPR, ce que nous savons produire, puisque nous en allons en produire 36 nouveaux. Mais en même temps, comme Alain l'a très bien dit, il n'y a pas de prospect vers le continent africain. Hélas. Peut-être que demain, ce sera une ambition nouvelle à développer. Donc la France a fait un pas important vers le Maroc. Donc il serait intéressant qu'on puisse reprendre une dynamique économique. Et oui, mais on a ouvert la porte. Enfin, en faisant ça, on a ouvert la barrière. Hein. Mais derrière, il faut concrétiser. Il faut concrétiser. Hein. Alors, c'est particulièrement la bonne réponse, car au-delà de la dimension politique, le président français a finalement est allé à Canossa, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a avoué qu'on a trop tergiversé pour reprendre langue avec un pays qui a été de tout temps un partenaire. En termes sécuritaires, quand il s'est agi de récupérer des informations en amont des attentats de novembre 2015 en France, quand il s'est agi aussi de coopérer avec les services de renseignement espagnols, les services de renseignement portugais, sur des cellules terroristes que les Marocains démantèlent sur une base quotidienne, quand il s'est agi aussi de comprendre la nébulosité qui existe entre les mouvements terroristes au Sahara, ou en tout cas ceux considérés comme terroristes au Sahara, et les interconnexions au Sahel. Il en est une évidente. L'État islamique dans le Grand Sahara, le EJS, était dirigé par une personne qui portait un nom prédestiné, puisqu'il s'agissait de El Sahraoui, qui a été mis hors d'état de nuire par les forces françaises. Je crois me souvenir que c'était à l'été 2020 ou 2021, mais je crois que c'était l'été 2020. Donc forcément, bien sûr, la dimension de la coopération avec le Maroc est d'autant plus déterminante que la balle désormais est dans le camp de ceux qui vont la mettre en place concrètement, c'est-à-dire les entreprises. Mais encore une fois, c'est un marché concurrentiel. Prenons un exemple caractéristique, car je crois qu'il résume le propos. Le président Emmanuel Macron, en 2021, je crois aussi, ou peut-être 2022, mais je crois 2021, a inauguré la ligne à grande vitesse entre Tanger, Kénitra, et donc Tanger-Casablanca. Donc c'est un TGV français, El Borak. Or désormais, le marché de la continuation de cette ligne, de Casablanca vers Agadir, de Casablanca vers Marrakech, est un marché ouvert à concurrence. Pourquoi est-ce qu'il a été ouvert à concurrence? Car nos amis marocains nous ont dit, mais si vous ne nous donnez pas les gages et les preuves de votre volonté de travailler avec nous, nous ouvrons à la concurrence. Ce qui est vrai sur le ferroviaire
est également vrai dans le domaine bancaire, vous l'avez mentionné, avec ce paradoxe, c'est que les entreprises marocaines sont en train d'irriguer l'Afrique et les entreprises françaises sont en train de quitter le continent africain. Ouais, c'est ça, oui. Donc nous devrions intelligemment penser les coopérations entre les banques françaises et les banques marocaines. Car si nous ne le faisons pas, je termine peut-être sur ce propos, nous risquons d'avoir un autre allié partenaire qui est la Grande-Bretagne, qui va, avant nous, après les États-Unis, être le deuxième pays membre permanent du Conseil de sécurité à confirmer, conforter la marocanité du Sahara. Je vais plus loin. La Chine ne met plus son abstention, ni ne pratique plus le veto contre le Maroc. La prochaine étape, c'est sans doute aussi pour la Chine, qui a bien compris que le Maroc est un élément déterminant de sa plaque tournante vers un élargissement des routes de la soie le long du rail méditerranéen, qui pourrait très bien aussi le faire. Ça voudrait dire qu'on se retrouverait dans une situation particulièrement désagréable de voter comme la Russie vis-à-vis du Maroc. Et je crains que là, il y a quand même urgence à conforter la première étape, qui est celle de cette reconnaissance tant attendue. Quand vous voyez cette affaire de la reconnaissance du Sahara comme dépendant totalement du Maroc est un point extrêmement important. On le savait à l'avance, hein, mais pour nous, Français, c'est extrêmement important parce que c'est à la fois, on rattrape d'une certaine manière, on fait oublier une période difficile de nos relations avec le Maroc, mais d'un autre côté aussi, c'est le moment qui nous ouvre des opportunités pour le futur si on sait les saisir très vite. Mais attention, parce qu'on arrive en fin de parcours, la course a commencé depuis longtemps, hein, et nous ne sommes pas dans les premiers, donc il va falloir qu'on se réveille très vite si on veut tirer parti de ce développement formidable du Maroc actuel vers l'Afrique et le Maroc en tant que tel, puisqu'il est en train de devenir un pays clé de toute cette zone. Car nous avons quand même à donner des gages par rapport à des atermoiements qui nous sont néfastes pour nos intérêts.